RMC, After Paris. François Pinet. Salut à toutes et à tous, bienvenue dans After Paris, épisode 19 de cette saison 2025-2026. Vous savez, After Paris à retrouver en podcast, à retrouver à la télé, After Foot Télé. Et puis, vous pouvez nous regarder également et laisser vos commentaires sur YouTube. After Paris, le podcast de ceux qui se souviennent de Kennedy et de Gonzalo Guedes. Et avec moi, justement, la mémoire du PSG, Julien Taxis. Salut François. Salut l'After Paris. Ouais, Kennedy, il faut remonter assez loin. Hein. Ouais, mais tu t'en souviens quand même. Oui, Daniel Kennedy, latéral gauche, voilà, champion d'Europe en 96. Non, c'est pas le meilleur des Portugais qui a porté le maillot du PSG. C'est pour ça, j'ai fait exprès. On va parler des très très bons Portugais qui ont porté ce maillot du PSG avec Arthur Perrault qui sera à Lisbonne pour Sporting PSG mardi. Salut Arthur. Bonsoir messieurs, bonsoir à tous. À chaque voyage. fois dans ta présentation, il y a toujours un nom que je ne connais pas, je n'étais pas né, et voilà. L'autre, ça va. Mais c'est le but, c'est de t'apprendre des trucs un peu. Un peu, oui. À chaque fois, ça sert. Vraiment, à chaque fois, ça sert. Écoute, tant mieux. Et puis, lui, on ne peut pas lui apprendre les Portugais du PSG. C'est Alexandre Carvalho de Golazo TV qui est avec nous. Salut Alexandre. Merci beaucoup d'être avec nous. Tu les as vus, tu les as découverts, notamment les Parisiens qui sont actuellement en train de briller avec le PSG. Donc tu vas pouvoir en parler. Tu as créé ce média Golazo TV justement pour suivre l'actualité du foot portugais et je vous conseille d'aller suivre ça notamment sur YouTube. Donc on parle de cet épisode, vous l'avez compris, parce que il y a ce match de Ligue des Champions, la reprise en 2026 avec le déplacement à Lisbonne. C'est l'occasion de se pencher sur les recettes de ce succès parce que les 4 Portugais actuellement dans l'effectif, ce n'est pas n'importe qui. Vitinha, devenu l'un des meilleurs milieux du monde. Nuno Mendes, l'un des meilleurs latéraux du monde. Joao Neves, le chouchou du parc désormais. Et Gonzalo Ramos, qui est tout simplement le meilleur buteur du PSG actuellement. Il y en a même un 5e, François. Oui, alors j'ai dit dans l'effectif exprès. Dont on a tendance à oublier qu'il a parti encore au PSG. Tu veux parler de Renato Sanchez, qui est toujours au PSG, prêté au Panathinaikos, c'est ça. Exactement. Et qui est en fin de contrat en juin prochain. Ouais. Voilà. Mais qui, lui, n'a pas eu le succès qu'on attendait. Petit point historique, d'ailleurs. Savez-vous combien de Portugais ont joué au PSG ? Ça, je sais que tu sais, Julien. Ouais, alors je laisse les autres. Petite idée, moi. Vas-y. Je dirais 17. Toi ? J'aurais dit une dizaine aussi, ouais. 17, bravo, t'as bien travaillé. 17 Portugais ont joué avec le Paris Saint-Germain. Il y a eu des grandes périodes au PSG. J'ai l'impression qu'on est dans cette période portugaise, parce qu'il y a eu la période brésilienne, la période italo-argentine aussi, sous plus ou moins de Leonardo. Succès aussi. Hein. Voilà. Quand on va voir la liste, évidemment, pour les plus jeunes, ça ne vous parle pas, mais Fernando Cruz, quand il arrive en 70, au début de l'ère du PSG, c'est un joueur reconnu, international, qui vient de Benfica, défenseur, solide, et qui permet au PSG de grandir à l'époque. Et ensuite, effectivement, il y a eu Humberto Coelho, Joao Alves, milieu de terrain pas très grand mais très créatif, qui sera blessé une bonne partie de la saison 79-80. Et ensuite, on bascule très vite dans les années 90 avec donc le fameux Kennedy, arrière gauche, qui ne restera qu'une saison. Elder Batista, milieu défensif, 7 matchs seulement. Agostinho, qui ne joue que 10 matchs en 2001-2002. Et puis Hugo Léal, 3 saisons, milieu élégant mais qui ne réussira pas à confirmer. Les 3-4 derniers que tu viens de citer, ça reste quand même pour la plupart des flops, même si Hugo Léal était arrivé quand même avec une certaine réputation internationale. Il venait de l'Atlético de Madrid. C'est vrai que les autres, c'était plutôt des joueurs de complément. Je me souviens qu'Elder Batista était arrivé avec le surnom le Didier Deschamps français. C'est pas ce qu'on a vu, clairement. Non, mais après, tu vois, c'est l'époque, c'est la fin. C'est pas une grande réussite. Et puis c'est la fin de l'ère Canal. C'est compliqué. À partir de 2023, c'est mieux quand même. À partir, même quand tu prends Gonzalo Guedes, Danilo, enfin voilà, alors, c'est vrai que le début de l'RQSI. Alors on va reparler de l'RQSI, mais il y a quand même un nom qui change peut-être tout, Alexandre, et c'est ça aussi qui va peut-être marquer les esprits pour tous ceux qui sont d'ailleurs fans du PSG et portugais, c'est Pedro Miguel Paoletta. 2003-2008, alors certes c'est pas l'ère des grands titres du Paris Saint-Germain, mais 211 matchs avec le PSG, 109 buts. C'est ma génération en plus. Il y a peut-être un tournant quand même à ce moment-là, justement quand on est supporter du PSG. On se dit que c'est le marqueur pour tous les autres Portugais qui vont arriver, Pedro Miguel. Oui, tout à fait. C'est mon enfance. Ça a été le premier Portugais que j'ai pu voir au PSG, avec Philippe Texeira, mais bon. On en reparlera. Mais pour l'État, ça a été au PSG, ça a été grandiose. En sélection, un peu moins. Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas eu autant d'ampleur au Portugal. Mais au PSG, c'est historique. Enfin, c'était le premier joueur pour qui j'ai pleuré après Saint-Etienne pour son dernier match. Donc un gros souvenir de Paoletta. L'aigle des Açores, bien sûr, comme on l'appelait, puisqu'il célébrait ses
fait but comme un aigle. Pendant qu'on est sur lui, une petite anecdote que je vous donne, parce que on le voit souvent, nous journalistes, encore sur les matchs de Ligue des Champions. Je pense que vous l'avez vu plein de fois sur des plateaux d'avant-match, chez le diffuseur Canal+, notamment. Et en fait, on m'a raconté que donc il est ambassadeur du Paris Saint-Germain aujourd'hui, et que ça lui arrive de prendre l'avion exprès du Portugal pour venir. Il vient presque toutes les semaines dans les locaux du PSG pour faire des opérations. Donc voilà, ça lui arrive encore très souvent de venir. Et il parle français comme vous et moi, en fait. Voilà, c'est quelqu'un qui est resté très très proche du Paris Saint-Germain encore maintenant. Ouais, il est fan. Mais alors franchement, honnêtement, j'ai une perception assez mitigée parce que pour rien vous cacher, à l'époque, j'étais au Parc des Princes, j'étais abonné et Pedro Miguel Paoletta, c'était un petit peu le joyau qui cachait tout ce qui se passait derrière. Il a quand même vécu 2 saisons et on se souvient du match à Sochaux où le PSG joue le maintien, où le PSG a failli descendre. Donc lui aussi a connu quand même une ère très trouble au Paris Saint-Germain. Mais de ce que disait Arthur, effectivement, on sentait un amour du club, du maillot. Il avait quand même refusé d'aller à Lyon, qui prenait tous les trophées à l'époque. Et puis il a été meilleur buteur, des buts mythiques contre l'Olympique de Marseille. Oui, je pense qu'il a changé le rapport et le lien, la connexion qui existe entre le PSG et le Portugal, ne serait-ce que parce que l'on voyait aussi plus de franco-portugais à l'époque au Parc des Princes. Exactement. Alors ensuite, on l'a dit, Elder Cristóvão, vous l'avez vu pour ceux qui nous suivent sur YouTube, et puis plus récemment, Gonçalo Guedes, on l'a dit, 2017, Danilo, entre 2020 et 2024, Renato Sanchez toujours au club, on l'a dit, et puis donc les 4 actuellement, Nuno Mendes depuis 2021, Vitinha 2022, Gonçalo Ramos 2023 et João Neves depuis 2024. On va en parler de ces 4 joueurs. Il y a un nom quand même qu'on n'a pas cité, il ne faut pas l'oublier, c'est Arthur Jorge. Oui, bien sûr. Arthur Jorge, entraîneur portugais qui a gagné le championnat en 1994. Pour moi, ça reste le plus grand entraîneur de l'histoire du PSG. Alors c'est générationnel parce que certains parleront bien évidemment de Luis Enrique, de Carlo Ancelotti si vous voulez, mais moi c'est celui avec lequel j'ai grandi, celui avec lequel j'ai vécu en tant que supporter à l'époque, des épopées incroyables en Coupe d'Europe, 5 demi-finales de suite, et puis c'était un style certes un petit peu défensif à l'époque, mais qui fonctionnait tellement bien. C'est un charisme, c'est un personnage érudit qui parlait 5 langues. Enfin, c'était un grand monsieur qui nous a quittés il y a de ça à peu près 2 ans, qui pour moi est, si ce n'est le plus grand, l'un des plus grands. Même si c'est son 2e passage, puisqu'il y a eu 2 passages, 91, 94 et 98. Là, on revient sur la fin de l'ère Canal où ça devenait beaucoup plus compliqué. Ça n'a pas été réussi, mais sa moustache reste légendaire. Mais Alexandre, d'ailleurs, il y a Francis Yasser qui en parle, qui disait que lors de son 2e passage, il avait changé de comportement totalement, il était beaucoup moins dur avec les joueurs, dû à son problème qu'il avait eu de santé. Ouais. Et que ça peut-être expliqué le fait que son 2e passage est moins réussi, parce que c'était plus le vrai Arthur Jorge, malheureusement. Donc ouais, mais c'est vrai que très grand entraîneur portugais et du Paris Saint-Germain, forcément. Quelle équipe à cette époque-là. Voilà pour le point historique. Et la question forcément qu'on se pose pour ce sujet entre le PSG et le Portugal, c'est pourquoi aujourd'hui le PSG va-t-il recruter au Portugal ou des joueurs portugais ? Est-ce qu'il y a déjà un élément de réponse, Arthur ? Alors, sans rentrer sur la formation et l'école portugaise, je pense qu'il y en a ici qui l'expliqueront beaucoup mieux que moi. Je pense qu'il y a beaucoup d'importance sur l'aspect humain. On vient de voir ces noms et il y a eu la bascule en 2003 avec Pedro Miguel Paoletta qui au-delà de sa bonne intégration sportive avait un attachement profond à ce club et s'était acclimaté mais d'une façon impressionnante. Je vous donne des anecdotes, vous en faites ce que vous voulez. Ma tante qui est pharmacienne dans les Yvelines, je suis originaire des Yvelines. On embrasse. Voilà, j'en parle jamais, mais Pedro Miguel Paoletta était client de cette pharmacie et elle m'en parlait tout le temps. Voilà, moi j'ai grandi avec ces histoires-là autour de Pedro Miguel Paoletta. Et c'est quelqu'un qui arrivait dans la pharmacie et qui était capable de discuter des heures et des heures avec les personnes qui étaient là. Bon, ça montre qu'il est bien intégré. Mais aujourd'hui, ce comportement-là, en fait, j'entends les mêmes histoires aujourd'hui, à mon âge, après avoir grandi, avec des João Neves, avec des Vitinha, avec des Nuno Mendes. Encore une anecdote, je suis désolé, on reste un peu dans le côté commerce. Dans les Yvelines ? Dans les Yvelines, dans un petit village, je ne donnerai pas le nom parce qu'ils habitent tous dans le coin. Ils vont tous prendre leur café le matin dans un petit village, tous ensemble. Et je suis allé dîner dans ce petit restaurant il y a pas longtemps. Et la patronne m'a dit, mais en fait, moi, ils viennent tous les matins, ils discutent avec tous les clients. Et elle m'a montré les drapeaux dans son restaurant, tous signés par ces 3 joueurs-là. Et en fait, au-delà de parler de l'aspect sportif, c'est des joueurs qui ont une facilité, une faculté à s'intégrer au Paris Saint-Germain et surtout à l'environnement du Paris Saint-Germain
qu'aucun autre joueur ne réussira à faire. Vous pouvez me parler de Messi, vous pouvez me parler de Neymar. Messi, c'est l'antithèse. Vous pouvez me parler, je prends peut-être vraiment les exemples extrêmes, vous pouvez me parler de Neymar, vous pouvez me parler d'autres joueurs de d'autres nationalités. Jamais vous n'entendrez les mêmes histoires. Je n'arrive pas à l'expliquer. Les gens que j'ai rencontrés, et ces patrons de ce petit restaurant yvelinois, n'arrivent pas à l'expliquer. Ça ne s'est jamais produit avec d'autres joueurs d'une autre nationalité. Si je peux me permettre, pour te compléter, Arthur, c'est très portugais en fait. C'est la culture portugaise. On a été très rapidement obligés, les Portugais, d'immigrer dans d'autres pays avec la dictature de Salazar dans les années 70. Et ça, c'est très culturel chez nous de s'adapter rapidement dans n'importe quel pays où on va. On essaie de s'adapter à la culture, à la langue. On a la chance aussi au Portugal d'apprendre très rapidement l'anglais et le français. Par exemple, au Portugal, la télé, elle est qu'en anglais. Les films sont en anglais, c'est sous-titré portugais. Donc très rapidement, on apprend les langues. Très rapidement, on essaie de vouloir s'adapter rapidement au pays dans lequel on va. Et ça, voilà, on parle de joueurs en Neves, mais on peut parler de n'importe quel Portugais qui vient en France ou ailleurs. Donc c'est très culturel chez nous de s'adapter rapidement. La façon dont ils ont appris la langue très rapidement. C'est exactement ce que j'allais dire. On le ressent en interview. Vous pouvez retrouver l'interview avec Jérôme Breton l'année dernière de Vitinha. Bien sûr. Mais à un moment dans l'interview, je me suis demandé s'il parlait pas mieux français que moi. Le Portugal là-dessus, c'est quand même un pays très proche de la France. Il y a une énorme communauté française au Portugal. Je regardais juste pour être clair sur l'apprentissage de la langue au Portugal. Ça fait pas partie des langues obligatoires. Dis-moi si je ne m'abuse, mais c'est une langue qui est quand même très très répandue dans l'enseignement. Bien sûr. Et puis c'est culturel. Comme je dis, l'anglais, il y a que la télé en anglais et le français, par exemple, moi, en tant que Français, j'essaie de parler français avec mes cousins portugais, ils apprennent rapidement. Non, ils ont quelque chose qui est en plus développé là-bas, donc je suis pas étonné. Mais c'est vrai que on a l'impression, si on prend les 4 en ce moment, c'est tous des bons mecs, il n'y en a pas un qui fait de vagues. Je pense que l'incarnation en ce moment, c'est Gonçalo Ramos, qui est un mec, bon, j'en parle tout le temps, c'est mon obsession, Gonçalo Ramos, qui mériterait peut-être plus de temps de jeu et qui fait pas de bruit, qui rentre en fin de match et qui te met des buts à chaque fois décisifs. C'est pareil pour Vitinha, Joao Neves. Au-delà du fait... groupe, c'est exceptionnel. Oui. Comme ça. Le Portugal forme des bons garçons. Ça doit être aussi lié à la structure, je pense, des centres de formation, notamment au Benfica, où j'avais eu la chance de faire un reportage il y a quelques années là-dessus, où Gonçalo Ramos expliquait qu'on lui avait aussi appris, alors c'est des grandes phrases, mais à être un homme bien qui vit dans un collectif. Il y a quand même 2 autres trucs qui reviennent souvent. Donc il y a ce côté intégration qui est incroyable. Il y a le côté fidélité. Et vraiment, au club, quand on discute avec les salariés, ils nous disent ce sont des joueurs fidèles en amitié, fidèles avec leurs équipes, leurs coéquipiers. Et ça, c'est aussi un adjectif qui revient souvent. Et on est obligé d'en parler. Je pense que tu allais en parler, François. C'est la patte Luis Campos. Voilà. Parce exactement. que, oui, d'accord, il y a ces joueurs qui se retrouvent là tous ensemble. Mais il y a un chef d'orchestre au-dessus. Alors oui, il y a Luis Enrique, on en a beaucoup parlé. C'est lui qui décide énormément. Mais il y a la patte Luis Campos qui... Bon, lui aussi a cette culture-là. Je pense qu'il ne m'en voudra pas de dire que Luis Campos, c'est encore un autre caractère. Et je pense que ça, c'est du domaine public. C'est quelqu'un qui est très caractériel, qui est vraiment une personnalité totalement différente. Il m'en voudra pas. Mais c'est lui qui a aussi instauré ça, entre guillemets. C'est lui qui a voulu rassembler ces éléments jeunes avec des valeurs incroyables, encore une fois. Et c'est lui qui fait que tout ça matche bien. Il y a un autre facteur aussi, Arthur, et je pense que tu le développeras mieux que moi, c'est Jorge Mendes aussi, qui est très proche du Paris Saint-Germain. Si tu regardes aujourd'hui les 4, il y en a encore 3 qui sont représentés par Gestifoot, qui est l'agence de Jorge Mendes. Donc il y a Luis Campos, mais il y a aussi... Si tu tires la ficelle, tu peux remonter très très loin. Il y a les réseaux, évidemment, qui sont importants. Luis Campos, c'est pas pour rien qu'il regarde du côté du Portugal, puisque lui-même, en tant que Portugais, et puis qu'il y a un championnat sans doute qui est très intéressant aussi pour un club comme le PSG, parce que ça peut permettre justement d'avoir des joueurs jeunes. C'est le cas de Nuno Mendes, alors qui arrivait avant Luis Campos. C'était Leonardo qui l'avait fait venir. Exactement. Avant Luis Campos, mais voilà, ils sont allés le chercher très jeune, et parce que peut-être que la formation portugaise aussi est de grande qualité. C'est ça. Pour moi, en Europe, c'est ce qui se fait de mieux avec la France. Il n'y a qu'à voir les résultats chez les jeunes dans la sélection portugaise. On vient de gagner le championnat du monde en U17. On a été champion d'Europe l'année d'avant. On a été vice-champion d'Europe en 2024. Donc en niveau de formation, on forme très bien. Et comme vous l'avez dit, on forme des hommes, mais on forme aussi des joueurs. Et on leur apprend en fait à très vite à réfléchir avant de recevoir le ballon, parce qu'on sait que dans le football, on joue beaucoup plus sans ballon qu'avec le ballon. Donc très rapidement, on leur apprend à jouer sans ballon. Ce qui se passe au Portugal au niveau des jeunes, dans le championnat de jeunes, c'est qu'il y a 2 phases en fait. Donc tu as la première phase qui est un peu moins intéressante,
intéressante parce que c'est composé en deux parties. Il y a la région nord et la région Lisbonne avec la région sud qui sont regroupées. Donc, on va dire que par exemple, Benfica va affronter durant de août à janvier des petites équipes de Lisbonne. Voilà, il y a des scores élevés, mais ça permet en fait de préparer les joueurs au schéma de jeu de l'entraîneur, mais aussi de tester des choses, de tester au niveau de la polyvalence. C'est pour ça que les Portugais sont très polyvalents et qui comprennent très bien le jeu. C'est qu'on peut très rapidement voir un défenseur jouer au milieu ou l'inverse, et ça a été le cas par exemple de Gonzalo Ramos. En U17, c'était un milieu relayeur, vraiment un milieu relayeur, un box-to-box, et au fur et à mesure de la saison... Mais il claquait trop de buts et on s'est dit à un moment... Il avait un vrai sens du but et au fur et à mesure, il est passé attaquant comme ça. Alors on va évidemment détailler justement chaque joueur. Toi, tu les as vus, tu les as découverts quand ils étaient tout jeunes, même si certains sont encore très très jeunes. On va en parler dans un instant dans la deuxième partie d'After Paris. Deuxième partie d'After Paris avec Julien Taxis, Arthur Perrault et Alexandre Carvalho. On est très heureux de t'avoir à nos côtés, de Golazo TV, média qui suit le foot portugais, puisqu'on parle de ce match à venir contre le Sporting. Le Sporting qui a formé donc un certain Nuno Mendes. Et pas que. Qui est arrivé qui est arrivé en 2021, prêté. À l'époque, quand il arrive au PSG, il a 19 ans. Et très vite, il a convaincu tout le monde au club, même s'il y avait des petits défauts, on disait défensivement. Il y avait un physique assez fragile aussi. Et l'option d'achat a été levée l'année d'après à 40 millions d'euros. Mendes, c'est une progression incroyable. Moi, j'ai eu la chance, on a eu la chance ici à RMC Sport de couvrir le championnat portugais pendant plusieurs années. Et honnêtement, tous ces gars-là, je les ai vus, que ce soit Mendes, que ce soit Vitinha, que ce soit João Neves, que ce soit Gonzalo Ramos. Et ils m'avaient tous tapé dans l'œil à l'époque. Il y en avait un autre, mais qui a un petit peu disparu des radars, c'est Fabio Vieira, qui était parti à Arsenal et qui, je crois, est en Bundesliga aujourd'hui. C'est lui le crack de base avant Vitinha. Oui, c'est vrai. Les deux étaient ultra cotés. Pour revenir à Nuno Mendes, oui, il est arrivé avec cette étiquette d'énorme prospect à ce poste de latéral gauche. Il est devenu le meilleur latéral gauche du monde, mais justement, comme tu le disais, François, en gommant non seulement les défauts sur offensivement, il n'y a jamais rien eu à dire. On sait que c'est une mobilette, que c'est le Roberto Carlos 2.0. Défensivement, il a prouvé l'année dernière qu'il pouvait mettre dans sa poche quasiment tous les meilleurs ailiers du monde. Et puis, il y a eu, peut-être aussi à l'image d'un Ousmane Dembélé, je pense, un gros travail sur le physique, parce que pendant quasiment 8 mois, il a été blessé aux adducteurs. Nuno Mendes, il y avait quand même des craintes, en tous les cas. La peur qu'il ne revienne pas et qu'il ne poursuive pas. Les doutes ont vite été levés. Oui, les doutes ont vite été levés. Et puis, il y a eu aussi des histoires de prolongation pour Nuno Mendes. Il a un petit peu râlé parce qu'il n'était pas au même niveau salarial que les autres. Mais... Il a utilisé la méthode forte à ce moment-là, on se souvient. Il était un peu allé au. Et d'ailleurs, il a changé d'agent, non? Il a changé d'agent, exactement. Il était allé un peu au bras de fer en disant mais je ne comprends pas pourquoi les autres sont mieux payés que moi alors que je fais les mêmes prestations si ce n'est mieux. Et finalement, il y a eu un réajustement de fait. Et ça prouve que quand ton employeur fait un réajustement comme celui-là, c'est qu'il te fait un minimum confiance et que tu le mérites. Il en a eu la démonstration. Alexandre, tu l'as vu certainement grandir du côté du Sporting. Ah ouais, non, mais c'est ce que j'aime appeler en tout cas un crack générationnel. On sait depuis le début qu'il va arriver à ce niveau-là. Alors évidemment, parfois tu peux te tromper pour des blessures ou des choix de carrière, mais Nuno Mendes, son premier entraîneur dans son premier club, racontait que quand il avait 10 ans, l'échauffement en fait de son équipe, c'était les joueurs devaient prendre le ballon d'un Nuno Mendes. Et ça durait 1 minute et le garçon driblait tout le monde, toute son équipe, c'était impossible de prendre le ballon. Et voilà, et très vite en U15, il s'est démarqué, il avait déjà ces qualités-là d'explosivité, d'appui. Et ce qui me choque le plus en fait, c'est qu'il a des appuis exceptionnels. Alors qu'il y a eu les croisés quand on avait 15 ans, 16 ans. Et même avec ses appuis, même avec cette grosse blessure-là, on sait que parfois c'est compliqué de revenir. Il a des appuis et une explosivité qui est hors norme. Donc non, c'est très vite au Sporting qu'on a compris à qui on avait affaire et pas du tout surpris de son évolution et du fait qu'il soit l'un des meilleurs au monde, si ce n'est le meilleur au monde aujourd'hui. Pas loin en tout cas. Ouais. Oui, on peut le dire. Vitinha, alors il a eu un parcours un peu différent, recruté 41 millions en provenance de Porto en 2022, et il restait sur un prêt raté en Angleterre à Wolverhampton. Il était un peu plus âgé, lui, quand il arrive au Paris Saint-Germain, et c'est la première recrue, justement, de Luis Campos dont on parlait, donc c'est pas pour rien. Il a vraiment cru, Arthur, Luis Campos, en ce joueur, Vitinha. Ah oui, très rapidement, et je pense qu'au-delà de ses qualités physiques, techniques surtout, je pense qu'il a vu en lui un premier relais du travail de Luis Enrique immédiat en fait. Il s'est dit il me faut un messager et ce messager sur le terrain ce sera lui. Et
Et c'est vrai que, en fait, il n'a jamais vraiment été mis en difficulté, Vitinha, jusque-là. Il n'a pas connu de grosses périodes de doute, en tout cas. La première saison, les embrouilles avec les uns et les autres. Est-ce qu'il a vraiment été remis en cause à un moment ? Je pense pas. Je pense pas que dans le fond, il ait vraiment été fragilisé à un moment, en fait. Mais moi, ce que je trouve dingue, et je le vois encore pendant les matchs, c'est à quel point Enrique passe en permanence par lui pour sermonner d'autres joueurs, pour faire passer des messages. Je trouve que c'est hallucinant. Et pour avoir vu plusieurs grosses équipes européennes jouer face au Paris Saint-Germain, je n'ai jamais vu ça ailleurs. Jamais. C'est le WhatsApp, c'est le Telegram, c'est tout ce que vous voulez de Luis Enrique. C'est hallucinant. Alors Arthur, tu dois déjà partir pour Lisbonne. Alors on va te laisser, on va te libérer. Il part tôt, mais il se prépare. Voilà, donc on va te libérer. Merci beaucoup. Mais le podcast continue bien sûr, et merci beaucoup pour toutes ces informations. On va parler dans un instant de Gonzalo Ramos et Joao Neves. Juste un mot quand même, Alexandre, avec toi sur Vitinha. Est-ce que tu t'attendais à voir Vitinha prendre une telle ampleur au PSG et puis dans le foot mondial, parce qu'on en parle comme du meilleur milieu de terrain quasiment aujourd'hui. Alors quand il était à Porto, oui. Avant ça, chez les jeunes, j'aurais pas parié dessus. Enfin, on voyait le talent, mais il était remplaçant à Porto, notamment dans l'épopée de quand Porto gagne la Youth League en 2019, si je dis pas de bêtises. Il est remplaçant derrière Romario Barro, Fabio Vieira, etc. Donc, on sent qu'il y a du talent, mais on se dit pas que ça va être un top 3 Ballon d'Or dans quelques années. Et même, après, il se fait prêter à Wolverhampton, où ça se passe pas très bien. Il revient à Porto, il est pas dans le groupe. Enfin, il est dans le groupe, mais il est pas titulaire. C'est Bruno Costa qui joue à sa place. On a du mal à lui faire confiance au début. Et c'est à partir de mi-septembre, début octobre, où vraiment il intègre dans l'équipe et à partir de là, il prend une ampleur qui est exceptionnelle. On en parle comme le nouveau Deco à Porto. Et pareil, même chose qu'avec Luis Enrique, il en fait son homme, en fait. Tous les schémas de jeu passent par Vitinha et à partir de là, il prend une ampleur exceptionnelle. Donc à partir de là, tu te dis que vraiment le garçon progresse d'année en année. Il est à l'écoute. Sur ses points faibles, il progresse. Donc tu te dis vraiment que s'il continue comme ça, il aura ce niveau-là et on ne s'est pas trompé. Mais chez les jeunes, non, j'aurais pas parié dessus. Mais une fois qu'il a intégré l'équipe première du FC Porto avec un temps de jeu régulier, là on se disait qu'il était fait pour être dans les meilleurs au monde là aussi à son poste. Ouais. Tu veux rajouter quelque chose sur Vitinha ? Non, parce qu'il parlait de messager, mais c'est aussi l'incarnation aujourd'hui du projet de jeu de Luis Enrique. C'est le joueur, il n'a pas été formé au Barça, il était formé au Portugal et à Porto, mais c'est le joueur typiquement Luis Enrique compatible. Et puis moi, je milite aussi semaine après semaine. Je pense que c'est le futur capitaine du Paris Saint-Germain, Vitinha. Alors certains diront que dans la hiérarchie, c'est pas lui aujourd'hui, c'est Achraf Hakimi, mais dans le cœur du jeu, avec cette influence humaine et technico-tactique, je ne vois que lui s'il reste au Paris Saint-Germain, bien sûr. Et même la personnalité qu'il possède, c'était compliqué pour lui de rebondir après la première saison qu'il a eue. Bien sûr. Avec les cadres, ça se passait pas forcément bien. Il avait la confiance qui était totalement à zéro. Et rebondir comme ça, avoir ce trait de caractère, cette personnalité. Et il a du caractère parce qu'on a l'impression parfois qu'il est un petit peu effacé, mais quand on l'entend en réaction d'après-match, après justement des mauvais matchs, il dit les choses. Vitinha, il les dit bien, de manière calme et posée, mais c'est pas quelqu'un de si lisse que ça finalement. Bien sûr. Il avait déjà sa célébration serre-tête là. Non, je sais pas quand est-ce qu'il a inventé ça. Mais ça, c'est une bonne idée, parce que dans les cours de récré, ça cartonne. Ah ouais, on m'a dit que Vitinha, il avait tout compris là. Pour être une des stars du PSG, notamment, il faut avoir des célébrations de ce type. Parlons de Gonzalo Ramos. Pourquoi je fais dans cet ordre-là ? Parce que c'est par ordre d'arrivée. Mendes, Vitinha, Ramos, arrivé lui en 2023, d'abord sous forme de prêt, puis pour 65 millions d'euros en provenance de Benfica, 22 ans à l'époque quand il arrive au PSG. Et lors de la vidéo de présentation, et ça c'est compliqué pour lui, c'est un certain Paoletta dont on parlait en début de podcast qui lui souhaite la bienvenue. Forcément, les comparaisons, c'est difficile. C'est celui qui est le plus en difficulté au PSG. Quand on dit en difficulté, c'est celui qui n'est pas un cadre, pas un titulaire indiscutable. Quand il arrive au PSG, qu'est-ce que tu penses ? Est-ce que tu te dis, avec ce qu'il fait à Benfica, c'est un super coup là ce que fait le PSG, ou tu te dis ça va être peut-être plus compliqué? Alors pour le coup, c'est le seul Portugais dans lequel j'étais pas en extase lors de son arrivée. Vraiment, j'étais pas vraiment enthousiasmé. À Benfica, il marquait des buts, mais dans le jeu, c'était déjà compliqué. C'était vraiment un renard des surfaces. Et lors de son arrivée au PSG, je me dis que si t'as pas un niveau technique pour Benfica, c'est difficile de l'avoir au PSG. En plus, c'était à l'époque où Luis Enrique est arrivé. Donc forcément, quand on connaît un peu le style de Luis Enrique, on pouvait déjà anticiper que ça allait être compliqué pour lui. Donc non, j'étais pas très enthousiaste. Après,
il nous fallait quand même, je pense, un attaquant comme ça, un vrai renard de surface, un garçon qui est présent, qui va te marquer des buts importants. C'est ce qui s'est passé. Maintenant, voilà, je pense qu'il est condamné un peu à être un peu ce super sub, parce que voilà, il appartient pas du tout à ce que aime Luis Enrique. C'est pas grave, c'est comme ça arrive, ça en fait pas un mauvais joueur. Je pense qu'il est titulaire dans beaucoup d'autres équipes européennes. Mais voilà, j'étais pas enthousiaste. Je sentais que sur le niveau technique, pour atteindre ce niveau-là, ça va être compliqué. Maintenant, ça reste un avant-centre qui est de très bonne qualité, mais sur le plan technique, je m'en doutais bien que ça va être compliqué pour Gonzalo Ramos. Je sais que Julien milite pour qu'il joue plus. Mais moi, je les aime tous, les On va pas répéter tout ça à chaque fois. Mais moi, la différence d'Alexandre, j'étais plutôt satisfait de l'arrivée de Gonzalo Ramos parce que, encore une fois, j'avais eu la chance de le suivre. Je crois que c'est sur la saison après le départ de Darwin Núñez où il claque une trentaine de buts. Moi, je l'avais pas trouvé tellement en difficulté dans le jeu. Alors certes, à un autre niveau du côté de Benfica. Je l'avais vu en Youth League aussi quelques années avant où il avait claqué un doublé en finale contre le Real Madrid. En fait, j'avais une perception très positive au-delà des buts de l'apport de Gonzalo Ramos et puis bon, il était arrivé en même temps que Randal Kolo Muani. Alors si on parle de joueurs qui n'allaient pas vraiment ou qui ne vont pas vraiment dans le projet de jeu de Luis Enrique, j'avais un petit peu plus de confiance et de foi en Gonzalo Ramos sur la capacité à perdurer au Paris Saint-Germain. 2 ans après, 3 ans après, il est encore là, certes avec un statut très hybride, mais un statut très utile quand même. 43 buts, 112 matchs. C'est le deuxième meilleur buteur portugais de l'histoire du PSG. Derrière un certain Paoletta. Et Joao Neves, pour finir quand même, bien sûr, recruté pour 65 millions en 2024, 19 ans. Donc lui, il arrive très jeune, tout jeune à l'époque au Paris Saint-Germain. Adaptation express. On parlait de l'adaptation tout à l'heure, mais alors c'est incroyable comme il s'est fondu dans ce collectif, tactiquement, techniquement, très très vite. Oui, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. C'est typiquement le Portugais qui s'adapte très bien à son environnement et une intelligence rare, une maturité qui est exceptionnelle à son âge, même à 18 ans, à ce qu'il faisait à Benfica, sa personnalité. Je m'appellerai toujours d'un match contre Toulouse où la veille il perd sa maman Exactement. Et il joue le match après. Ça m'avait marqué parce que j'avais eu la chance de faire les 2 matchs et il y avait eu le décès d'ailleurs d'Arthur Georges dans cette petite fenêtre-là du match aller-retour. Il avait fait un match le lendemain ou le surlendemain du décès de sa maman exceptionnel. Alors il était certainement en mission ce jour-là pour lui rendre hommage, mais je le connaissais déjà avant et ce jour-là, je me suis dit waouh, ce gars-là, il a quelque chose. Un trait de caractère hors du commun et voilà. Et tout ça pareil, c'est depuis tout jeune. Moi, j'ai la chance de le voir quand il avait 14-15 ans et tu sentais aussi, pareil que Nuno Mendes, que ces garçons-là, s'il n'y a pas de blessure, s'il n'y a pas de mauvais choix de carrière, ça atteindra le haut niveau. Et c'est ce qui s'est passé pour l'instant. Je lui souhaite que du bien. Mais une gentillesse rare en plus. Je pense que ce soit à Benfica, au Portugal en sélection et à Paris, il n'y a personne qui peut mal parler de lui. Un vrai bon garçon qui est un excellent joueur, qui est ultra complet déjà à 20 ans. Il sait tout faire sans ballon, il sait tout faire avec ballon. Il a un jeu de tête qui est impressionnant par sa taille, mais il a une détente qui est vraiment exceptionnelle. Donc non, son arrivée, il nous a tout fait cette saison, les coups francs, les retournés, les frappes de loin, des triplés maintenant. Des triplés. Je pense que c'est le chouchou du parc. Je pense que oui, c'est vrai qu'il a ce statut-là, chouchou du parc. On en parlait hier, François. Mais j'ai juste une petite question. Il y a un joueur au Benfica à peu près même génération que le PSG a observé, que beaucoup de clubs observent, c'est Antonio Silva, qui était quand même un crack défenseur central et qui est toujours au Benfica. Ouais, c'est la même génération, c'est la même génération que Diego Moreira, sauf que Diego Moreira arrivait un peu plus tard à Benfica. Anthony Silva, ça a été la saison où il a éclos trop rapidement, je pense. Je pense qu'il était un peu en sur-régime. Il avait atteint un niveau que même moi, je n'avais pas vu chez les jeunes. Et je me disais, ça peut arriver, mais quand tu exploses comme ça rapidement, je pense qu'après, il y a le contre-coup. Aujourd'hui, il a du mal à revenir. Aujourd'hui, c'est laborieux. Il y a des passages où il va être très bon, comme lors de la Coupe du Monde des clubs où il a été très très bon. Et là, c'est encore de nouveau compliqué. Voilà, Après, il reste très jeune pour un défenseur. La hype est un peu retombée. On ne le verra pas tout de suite au PSG. Non, je pense pas. Je pense que on suivra les prochains recrutements du Paris Saint-Germain et peut-être donc du côté du Portugal. On ne sait pas si c'est le Portugal qui rend meilleur le PSG ou le PSG qui va rendre meilleur le Portugal pour la Coupe du Monde. Mais en tout cas, ça se passe bien entre le Portugal et le Paris Saint-Germain. C'est pour ça qu'on voulait faire ce podcast. Merci 1000 fois Alexandre Carvalho d'être venu. Golasso TV, je rappelle, à retrouver sur YouTube, le média d'Alexandre pour suivre les performances des Portugais dans le monde du foot. Et on est très contents, nous, dans After Paris, d'avoir ces Portugais au club. Merci Julien. Avec plaisir. On aura l'occasion d'en reparler évidemment après le match Sporting PSG. Ça sera à suivre sur RMC, vous le savez. En attendant, likez, commentez, partagez cet épisode. Et puis, on revient la semaine prochaine. À bientôt. RMC After Paris.